Ici Jean-Dominique Leduc, bienvenue au balado d'entretien Entre deux cases. Aujourd'hui, je reçois Danny Arsenault, enseignant et chroniqueur bande dessinée qui sévit notamment sur les ondes de CIeux FM dans la magnifique région de la Baie des Chaleurs. Danny Arsenault, salut! Bonjour Jean-Dominique. Alors enfin, hors micro, on discutait à savoir si on s'était déjà parlé de visu et semble-t-il que non. Donc très très heureux de te recevoir au balado pour qu'on puisse enfin avoir une vraie conversation et non pas par le truchement d'échanges courriels ou de messages sur messagerie. Mais merci d'avoir accepté l'invitation. Danny Arsenault, enseignant au primaire depuis quelques décennies. 30 ans. 30 ans quand même, donc sens de l'engagement professionnel, et on y reviendra parce que dans ta profession de chroniqueur et de médiateur culturel en bande dessinée également, moi je connais ton travail à CIeux FM, je t'avais entendu également sur les ondes de Radio-Canada ici en Gaspésie, mais j'ignorais que tu avais collaboré pendant plusieurs années à un journal dans la Baie des Chaleurs comme chroniqueur bande dessinée, parce que tu es situé dans la Baie des Chaleurs, donc dans la région de New Richmond. Effectivement, New Richmond, les gens connaissent beaucoup le Carleton, Bonaventure, qui sont plus touristiques, mais New Richmond, on est au milieu de tout ça. Ah oui, c'est une belle région, Danny, où tu habites. T'as des beaux levers de soleil. Moi, je suis de l'autre côté, moi. Et les couchers de soleil sur le fleuve sont également... Ouais. Ouais. Alors, dis-moi, puis aussi, il faut dire que tu es très actif sur les médias sociaux. Donc, d'entrée de jeu, j'ai envie de te poser la question, comment en es-tu arrivé? Comment toi, dans ta carrière d'enseignant, père de famille, etc., comment t'en es arrivé, toi, dans ta vie, à couvrir le médium de la bande dessinée? Ben, c'est une bonne question, puis je vais nommer deux copains. Quand je suis revenu en Gaspésie, puis ça, c'est le propre de beaucoup de Gaspésiens, on doit s'exiler pour étudier. Et là, je reviens en Gaspésie, je tombe sur deux copains avec qui on avait fait un film. Un certain François Méville-Deschênes. Ah, ben oui. Oui, et qui dessinait pour des prospectus à l'époque. Et Guy Julien, qui était graphiste de formation. Puis les deux apprennent que je lise la bande dessinée et ont fait en quelque sorte mon éducation. C'est là, que j'ai lu Jérémia, puis Torgal, puis 13, puis cette bande dessinée-là qui est peut-être plus adulte, puis qui ce sont des grands classiques, jusqu'au jour où des amis à nous partent le journal Graphici, qui était à l'époque l'équivalent du journal Voir en Gaspésie. Oui, c'est un hebdo culturel, hein? Oui, oui. C'était vraiment très culturel. Il y avait beaucoup de messages d'opinion. Il y avait des trucs très autour de la Gaspésie. Puis on voulait avoir cette fierté-là gaspésienne de nous aussi avoir notre journal. Et c'est drôle parce qu'au même titre que en tant qu'étudiant, quand j'allais en ville, je ramenais le voir à mes amis. Mais maintenant, je leur ramenais le Graphici pour qu'ils l'aient eux aussi. Ouais. Puis à partir du deuxième numéro, ben, on est allé voir l'équipe. Là, il y avait Normand Canuel, Pascal Alain, Françoise Perrault aussi à l'époque. On leur a demandé, on peut-tu avoir une chronique bande dessinée? Et ils nous ont donné une page complète sans publicité. Wow. François nous faisait des dessins pour qu'on ait une ambiance. Et je dis chronique BD, mais des fois, c'était notre top 3 des méchants. Des fois, c'était des petits jeux, des trucs comme ça, des cartes sur des personnages. Là, tranquillement, ben, chroniqueur. François a eu ses premiers contrats aux Humano. Il avait moins de temps pour dessiner. Ben, Guy a été engagé comme graphiste au journal, donc il ne voulait plus écrire. Puis, ben, j'ai piloté cette chronique-là pendant 7 ans, 84 numéros, jusqu'à ce que le journal prenne une espèce de tournant qui était moins culturel, qui était plus idéologique, la Gaspésie, et la chronique disque et la chronique bande dessinée ont été évincées. Ça fait que là, je me suis retrouvé le bec à l'eau avec cette habitude-là de parler de bande dessinée, d'aimer ça, en parler. Puis la beauté de la Gaspésie, c'est la proximité humaine. C'est aussi d'en entendre parler. D'aller au restaurant. Avais-tu des retours de lectrices et de lecteurs de tes chroniques? Beaucoup, ouais. Au restaurant, des fois, là, quelqu'un qui t'approche, là, puis Hey, t'avais parlé de telle bande dessinée, là, je l'ai acheté, c'est bon.
Et ça, je l'ai encore d'ailleurs aujourd'hui, hein. Euh, c'est drôle parce que le monsieur qui vient livrer mon bois de chauffage, quand j'appelle, il me dit: Oh oui, c'est le gars de la BD à la radio. Tu sais, on a comme. La place est à prendre ici en Gaspésie, hein. Ça fait que j'ai fait ça pendant 7 ans. Après ça, ben, il y a mon libraire, Roch Harvey, je le nomme puis je le remercie, qui a vendu sa librairie, qui est parti être Morning Man à SUFM et qui m'a Ah, demandé. donc lui, c'est l'ancien propriétaire de la librairie Libert. Oui, lui et son père, Monsieur Ah Roch oui, d'accord. Harvey. Ouais. Puis là, ben, évidemment, tu peux imaginer, Dominique, qu'on devient très copain avec nos libraires, hein. Hmm. Moi, c'était un bon ami rock. Puis, ça fait que là, il m'a demandé, ça te tenterait-tu de venir parler de BD à la radio? J'ai eu la piqûre, j'ai adoré ça. J'ai parlé à la radio quelques années. Là, tout d'un coup, il y a Isabelle Lévesque à Radio-Canada qui m'invitait à l'occasion. Je travaillais aussi avec Kim Bergeron. Et là, il y a euh, Paul Terrien, si jamais on nous entend que j'aime, d'amour, qui est tellement gentille, qui était une réalisatrice, qui m'a fait rentrer euh, mensuellement à Radio-Canada pendant 3 ans. Euh, Corrige-moi si je ne m'abuse, mais Paul, elle est à la Radio-Canada Matane, c'est Oui, bien c'est ça. ça? Elle a pris sa retraite euh, Voilà. il y a eu 1 ou 2 ans. Ouais. Oui, oui, Et oui, OK. une des tâches qu'elle a eues, puis je pense que Paul a trouvé ça difficile pour elle, puis, mais de me dire que euh, la chronique avait été coupée. Hmm. Est-ce que je peux me permettre sur les ondes, je vais le dire. Je sais qu'il y a Stéphane Harper qui s'en venait peut-être au pouvoir. Avec Radio-Canada, il a l'air plus sérieux, donc chronique littéraire, peut-être que, tu sais, je ne sais pas, c'est une supposition. Mais bref, la chronique a disparu. Puis à cette époque-là, ben, je me suis dit, advienne que pourra, puis je vais y aller davantage dans des conférences, dans des trucs, dans les écoles, dans les bibliothèques. Ça fait que je m'active dans la BD d'une autre façon. Mais la porte est toujours ouverte, là. Je sais qu'à Radio-Canada, quand ils ont besoin d'aide, ils m'appellent, mais c'est plus régulier. Ouais, ça fait que ça fait un peu mon parcours depuis, ma foi, ça fait plus de 20 ans, ouais, que je suis chroniqueur, le gars de la BD dans la région. Ouais, Quand je suis arrivé, moi, ici, dans la région, en Matanie, j'ai rencontré des gens formidables dans des organismes culturels qui m'ont fait participer à des événements. Euh, et la question du bas niveau de littératie ici dans la région administrative de la Gaspésie est vite revenue dans la conversation. Puis, je serais curieux de t'entendre. Euh, Toi, est-ce que tu sens ça de ta perspective de gars de Gaspésie qui parle de bande dessinée? Parce que parler de bande dessinée, Danny, je t'apprends rien en te disant que déjà en partant, tu n'es pas en train de parler de cinéma, de télévision, de littérature générale. Donc, il y a, comment je pourrais dire, il y a un aspect un peu plus nébuleux auprès du grand public. Bien que la bande dessinée ces dernières années a gagné ses lettres de noblesse, là, ouais. mais est-ce que c'est le genre, est-ce que toi, tu sens ça dans ton travail? Ben, dire que je le sens comme il faut, c'est sûr que euh, on dirait qu'on est dans notre chambre d'écho, hein, terme populaire ces temps-ci. Euh, Déjà, la culture, c'est l'enfant pauvre des discussions. La littérature, c'est l'enfant pauvre de la culture. Et la bande dessinée, c'est l'enfant pauvre de la littérature. Fait que c'est sûr que à la base, je suis conscient de ma position. Il faut dire, puis c'est une triste réalité, il y a plusieurs facteurs de toutes les régions du Québec. Euh, la Gaspésie est l'endroit où, au prorata de personnes, les bibliothèques sont les moins fréquentées. Hmm. Bon, est-ce que c'est parce que les gens se prêtent beaucoup de livres? Je ne sais pas. Les librairies, il y en a une à Matane, il y en a une à Gaspé, il y en a une à New Richmond. Il y a l'une à percer aussi. Il y a Nat et compagnie. Superbe à percer, j'ai Ah discuté ouais. avec ceux que je Je les connais salue d'ailleurs au passage. tout à fait. Je ne sais pas comment je les ai oubliés parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Donc, les librairies, il n'y en a pas à tous les quartiers non plus. Non. Les Canadiens ont peut-être beaucoup, beaucoup de loisirs autres. Pourtant, je suis dans une école, j'ai des collègues qui lisent pas aussi. Euh,
Mais c'est sûr que lorsque je fais des événements de bande dessinée, bon, mis à part pendant le Festival du journalisme, parce que là, on avait une BDiste française de renommée mondiale, mais quand je fais des conférences sur l'aspect historique de Lucky Luke, sur qu'est-ce que le manga, et ça court pas les foules. C'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Euh, Est-ce que c'est parce que les gens sortent pas ou est-ce que c'est parce que les gens n'aiment pas la bande dessinée ou la littérature? Mais comme tu le mentionnais, je trouve que la bande dessinée, on a évolué, là. On avance tranquillement, là, parce qu'au début de ma chronique, les gens pensaient que je lisais que les Schtroumpfs, là. Puis maintenant, on est rendu ailleurs où les gens savent que, peut-être entre autres à cause des Michel Rabagliati, des Jean-Paul Hyde de ce genre, qui ont donné leur lettre de noblesse à la bande dessinée. Est-ce qu'en Gaspésie, les gens lisent moins? Peut-être. Il y a de toutes les strates de personnes en Gaspésie. Je sais qu'il y en a que je ne rejoindrai pas. Ça, c'est sûr. En même temps, tu sais, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la région montréalaise. Puis, tu sais, je veux dire, autant ici, les gens sont beaucoup axés, les activités sont beaucoup axées sur le plein air, la Oui. chasse, tous les sports de glisse d'hiver, toutes les bolides, motoneige, quad, etc. Je veux dire, les gens sont dehors, puis tant mieux. Parce que, Oui, 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 c'est sûr. mais, tu sais, à Montréal, l'offre culturelle, elle déborde. Oui, Puis, je veux dire, combien de fois, moi, je suis allé dans des lancements, dans des 5 à 7 ou dans des librairies où il y a trois quatre personnes. Alors, tu sais, on est à Montréal, on pense qu'à Montréal, tout le monde sort, mais c'est faux. non. C'est très difficile de mobiliser les gens et je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi ou si tu l'as observé, mais moi, une chose que je remarque, parce que ça fait quand même aussi plusieurs années que je fais ce travail-là, la tablette, le téléphone, Ah. Netflix, toutes les plateformes. Puis en plus, moi, je présente beaucoup de conférences dans les écoles, notamment sur le manga. Et bien que les jeunes lisent des mangas, ils consomment beaucoup aussi les séries animées. Puis parfois, ils vont me parler de la série animée alors qu'ils n'ont pas lu Mhm, tout à fait. le matériel de base. Oui, ça c'est un phénomène social de grande ampleur. Puis moi, qui est un lecteur passionné, affirmé, convaincu, je suis obligé de l'avouer que mes habitudes de lecture sont influencées de façon à la baisse par l'utilisation du téléphone. On l'a, il est là, c'est vrai. Maintenant, ceux qui n'ont pas connu le livre avant, est-ce qu'ils vont être capables de se rappeler des bons souvenirs du livre pour essayer de lâcher leur téléphone? C'est une question qu'on se pose. Mais il- on réussit à en rejoindre, on réussit à en attraper des fois de temps en temps. Puis, ben, je t'écoutais récemment avec le médecin qui est BDiste, puis tu nommais Astérix a quand même été le livre le plus vendu au Québec cette année. Donc, et, Ouais, mais ça, Danny, moi, ça veut dire que les... je suis toujours un peu partagé avec cette. Le, le- Là, c'est mon opinion et ce n'est que la mienne. Je comprends. Il y a des gens qui sont attachés à Astérix. Oui, Il y a des gens pour qui c'est une habitude Astérix. Et il y a des collectionneurs fétichistes. tout à Et fait. donc, on ne peut que se réjouir de voir qu'une bande dessinée bat en nombre de ventes le guide annuel de l'auto. Eh, mais Parce ça, que c'est pour incroyable. moi, le guide annuel de l'auto, désolé, puis c'est pas un jugement de valeur, mais c'est pas, je veux dire, c'est comme regarder un catalogue, là. Je veux dire, c'est Oui, beaucoup oui, plus de l'ordre du catalogue ou même de la carte de sport qu'on regarde en arrière, les statistiques, tout à puis tout fait. ça. Ou comme les livres de cuisine. En fait, pour moi, le guide de l'auto, les guides de cuisine, c'est un peu la même chose. Mhm, mhm. Donc, oui, on se réjouit. En même temps, moi, j'ai été propriétaire d'une librairie pendant quelques années. J'ai des gens qui entraient chez nous seulement quand il y avait un nouveau Astérix qui paraissait et je ne les revoyais pas Avant. avant 2 ans, le temps qu'il y en a un nouveau qui arrive. Donc, moi, dans le meilleur des mondes, ce que j'aimerais, Danny, puis je suis convaincu que tu partages cette opinion-là, c'est que, bon, évidemment, dans les meilleurs vendeurs, j'aimerais ça qu'il y ait de la bande dessinée plus audacieuse, Oui, peut-être, ou en tout cas qu'il y ait une plus grande variété. tout à fait. Et je sais pas si c'est ça pour toi. Moi, j'ai l'impression que oui, quand je t'écoute. Le défi,
c'est que la personne qui aime Astérix, ou le lectrice ou le lecteur qui est revenu à la bande dessinée à cause de Michel Rabagliati puis de la série des Pauls, là, Mhm. c'est de franchir le cap suivant Tout à fait. et de réussir à donner envie, à pousser la curiosité à des gens d'aller lire autre chose en attendant. Oui. Et tu vois, Dominique, on est tous les deux chroniqueurs et je suis très content parce que je parle pas souvent à des chroniqueurs de bande dessinée, je vais t'avouer. Euh, c'est aussi ça notre intention. Parce que ça m'arrive des fois de lire une bande dessinée, puis quand j'arrive de choisir de quoi je vais parler en ondes, ben, peut-être que j'aimerais te parler du saga numéro 11 parce que je l'ai lu puis j'ai aimé ça, mais en même temps, je me dis pour les lecteurs qui nous écoutent, j'attraperai personne avec saga numéro 11. Tandis que si j'ai quelque chose qui est plus, qui rappelle peut-être des souvenirs, qui n'est pas Astérix, mais tu sais, qui fait penser à ou, et des fois, bon, avant, je pouvais placer 6 bandes dessinées par mois dans mes 2 chroniques. Là, c'est seulement 3. Hmm. Je donne la belle part à la bande dessinée québécoise. Je trouve que c'est important. Mais je veux parler aussi de la bande dessinée européenne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce style-là. Et là, ben, il faut choisir justement une bande dessinée qui fait public large. Et j'ai la chance d'avoir l'école, je donne des conférences dans les polyvalentes autour de moi pour, euh, pour aider pour suggérer aux jeunes des lectures intéressantes. Ça fait on a cette tribune-là, on a cette possibilité d'ouvrir la porte peut-être à des futurs lecteurs qui s'approcheraient, qui connaîtraient. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a quelques-uns. Moi, même que je suis un contaminant, une espèce de virus de bande dessinée. J'en prête à des gens puis qui me disent ah, j'aurais pas cru, puis j'aimerais ça. Puis il y a des gens qui reviennent puis qui m'en empruntent. Encore là, je suis dans une chambre d'écho. J'imagine que trouver quelqu'un qui a le goût de lire dans une école, ben, la tâche est plus facile que, que si je travaillais au Canadian Tire ou chez tu sais, une autre boutique ou je sais pas, de commerce autre. On est près des livres dans l'école. Euh, mais oui, il y a un pas à franchir, c'est pas évident. Puis il y a des événements aussi qui peuvent être créés. Étonnamment, je reviens sur le Festival du journalisme de Carleton où Mhm. on a eu Coco qui avait survécu à Charlie Hebdo. Et Ouais. dans les livres les plus vendus de notre librairie en Gaspésie, il y a le livre de Coco, cette bande dessinée-là. Ça fait on en a parlé, on a fait une lumière dessus, ça a été un événement et on a réussi à atteindre que ce livre-là soit dans les 20 meilleurs vendeurs de l'année. Wow. Là, moi, je me dis, je trouve ça intéressant parce que ça donne une personnalité à notre communauté de lecteurs. Hein. Et ce festival-là, bon, aussi a fait vendre un essai sur Gaza, a fait vendre des trucs comme ça, mais la bande dessinée était là. Ça fait que je pense que c'est ça. Il faut essayer d'appuyer notre levier pour convaincre des gens, pour les expliquer, pour comment dire, je ne veux pas dire vulgariser, je devrais dire mousser, émulsifier la qualité de la bande dessinée qu'on a aujourd'hui. Toi qui travailles comme enseignant, est-ce que tu remarques dans ton milieu de travail, est-ce que tu constates une certaine résistance de collègues à l'endroit, par exemple, de la lecture ou de la fréquentation de la bande dessinée? Et je m'explique. Euh, Mhm. il y a des a priori sur la bande dessinée en général et sur le manga en particulier. Combien de fois, moi, des enseignantes et des enseignants me disent ah ouais, mais ça se lit vite, puis c'est pas un vrai livre. Puis... Donc, alors que la lecture engendre la lecture. Est-ce que toi, Mhm. tu le vois dans ton milieu de travail que de faire lire les jeunes garçons, c'est un enjeu? Et est-ce que tu constates parfois une résistance face à la fréquentation de la bande dessinée? Ben, pardon. Dans mon cercle serré, j'ai tellement fait la promotion que je pense que j'ai fait des gains. Hmm. Mais j'ai changé d'école dans ma carrière, puis je sais que l'enseignante avant moi disait aux élèves ne prenez pas de bande dessinée, prenez-vous des vrais livres. Ah, ça, c'est ça, cette Ouais, phrase-là du vrai livre. Là. prenez pas des. Ouais. Ouais. Et moi, quand il arrivait dans ma classe, puis qu'on passait un mois complet sur la bande dessinée, pauvre Madame Louise, elle n'aimait pas ça. Mais c'est drôle, hein? Euh, dans le cursus de
un étudiant qui va se rendre en secondaire 5, il va y avoir des livres obligatoires. En secondaire 4, c'est la nouvelle littéraire. En secondaire 3, c'est le conte. Il y a plein de styles de lecture qui vont être faits. Et les élèves, bon an, mal an, pourraient sortir du secondaire en ayant lu, en moyenne, 8 romans. Et là, au Québec, on a une difficulté avec nos garçons qui, eux, réussissent moins bien à se rendre en secondaire 5. Puis, je veux pas faire de préjugés genrés, mais souvent, on a des garçons plus amateurs de bande dessinée que de romans. Pourquoi les professeurs au secondaire font pas lire des bandes dessinées dans leurs évaluations? Le schéma du récit est là, l'entourage du personnage est là, tu sais, la nouvelle littéraire en bande dessinée, Oui, ça mais doit Danny, exister. Danny, tu la connais la réponse à ça. La réponse à ça, là, c'est que les gens qui vont à l'université pour aller chercher un diplôme en enseignement, Mhm. là, je pense que c'est en train de changer, là. Puis je veux pas. Bon, oui, c'est en train de changer, Oui. mais les générations passées, là, tu sais, les enseignants là, de 45, 50 ans et plus, là, Mhm. ils n'ont pas eu ça comme lecture obligatoire à l'université. On leur a pas présenté ce médium-là. Donc, ils le connaissent pas. Le rapport qu'ils ont avec le médium, c'est l'a priori, c'est le préjugé, c'est ah, c'est pour les enfants, c'est de la sous-littérature parce qu'il y a de l'image. Tu Oui. sais, moi, Dani, quand je présente des conférences en classe, j- j'ai pas à convaincre un enfant de lire de la bande dessinée. Oh, non. Non. Moi, je suis là, en fait, Non. pour m'adresser aux bibliothécaires, pour Oui. m'adresser aux enseignantes et aux enseignants qui connaissent moins le médium ou qui l'ont fréquenté quand ils étaient jeunes. Oui. Alors, cette idée-là du vrai livre, Mhm. euh, Elle est là, mon Dieu. ben, c'est parce que je trouve que c'est une occasion manquée, tu sais. Puis, je sais pas si tu te souviens, toi, de tes lectures obligatoires au secondaire. Oui, oui. Boîte Ouais. à Jacques, entre autres. Oui. J'avais lu Pleurs sur la neige. C'était long, mon Dieu. Ah Oui. oui, moi, j'avais lu Zone de Marcel Dubé, Oh, que j'ai joué comme acteur au théâtre professionnel au début de ma carrière. OK. Et si on m'avait dit, adolescent, qu'un jour je serais acteur et que je jouerais ce texte-là, je ne l'aurais pas cru. Non, c'est sûr. Euh, mais c'est ça, je trouve que le danger dans la lecture obligatoire, c'est bien parce qu'il faut qu'il y ait un Oui, oui, encadrement. oui. Oui. Mais je pense aussi qu'il faut faire l'effort de viser la variété. Puis je pense qu'il faut être aussi, faut rivaliser. Tu sais, de dire mettre la bande dessinée au programme, ça devrait même pas être de l'audace. Je sais qu'on fait lire du Paul de Michel Rabagliati. Je Je sais qu'on fait précise, lire quelques trucs. elle est au programme. Oui, maintenant c'est au programme. Oui. Puis dans les tâches, là, admettons que je donne un libellé, là, l'élève comprendra le schéma tatata, puis il nomme le titre de texte, puis il y a bande dessinée. Oui. Et en même temps, je me fais un peu là, avocat du diable, mais tu sais, je pense à une prof à Bonaventure qui a acheté Lac Mégantic en 30 exemplaires, Ah oui. en secondaire 4. Ouais, tu sais, Oui, il y en a. d'Anne-Marie Saint-Cerny et de Puis, Christian Canel, là. Adapté d'ailleurs de la. Je sais pas si tu avais du lu essai. l'enquête. Non, j'avais pas lu l'enquête. C'est fou. Non, mais c'est scandaleux, là. Oui, oui, oui. Oui. Puis Donc, je pense qu'il faut lire l'enquête pour apprécier à sa juste valeur le travail d'adaptation qui a été fait ah aussi oui, hein? en bande Oui, dessinée parce que Anne-Marie Saint-Cerny, elle est allée vraiment loin là, tout dans à fait. son Ah enquête. oui, Là. oui, oui, oui. Ouais. Ah, ben, c'est une suggestion, je la prends. Il y a ce genre de trucs-là qui se font, mais c'est sûr qu'on a toujours des enseignants qui vont cibler Kid Paddle, hein, qui vont cibler des Garfield. Puis là, ben, moi, je trouve que Garfield, les 6 premiers étaient bons, mais on est rendu à 53. Euh, et souvent, je vais dire à ces enseignants-là, avez-vous réalisé que vos élèves qui lisent la bande dessinée, ils lisent la même bande dessinée quand ils étaient en deuxième année? Ils sont rendus en sixième année, en secondaire 3. Hmm. Peut-être que si un élève de secondaire 3 lisait le même type de roman qui était en deuxième année,
tu pourrais avoir le même genre de critique envers ses lectures. Sauf que ce jeune-là, comment il fait pour s'élever? Comment il fait pour que quelqu'un lui suggère un livre qui est adapté à lui? Et malheureusement, ils ont peut-être pas les outils. Puis j'ai été des années là, où j'envoyais la liste de livres que j'achète pour ma classe dans les autres écoles en leur disant: essayez ça. Tu sais. Mm. Euh, pour avoir des trucs un peu plus haut niveau, un peu plus. Et moi, dans ma classe, j'ai une bibliothèque qui n'est pas accessible aux élèves et derrière mon bureau. Puis là, des fois, j'ai des élèves là, qui sont plus un peu avides de lecture, puis je vois que c'est des bons lecteurs, puis je vois qu'ils ont essayé un tas d'affaires, puis quand on va à la bibliothèque, je leur suggère des trucs, puis ils ont tous lu, puis là, je leur dis, ça, je l'apporte pas à tout le monde, mais à toi, attention, là, c'est adulte, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Si jamais tu as peur, là, redonne-moi l'air. Et là, Mm. ils partent avec, là. C'est sûr qu'ils font ça. Puis je me suis fait avoir une fois parce que j'avais fait lire le premier Black Sad en me disant, bon, ils liront juste le premier. Tu sais, j'avais comme. Puis j'ai une élève qui futait, elle était à la bibliothèque, puis elle a commandé tous les autres. Ah ouais, hein? Que, tu sais, je voulais pas qu'elle lise les autres, mais en même temps, ça venait pas de. Ben, ça venait de moi parce que j'avais lancé le premier. Mais il y a des trucs comme ça. Oui, un élève de sixième année d'11-12 ans peut lire du Michel Rabagliati. Ben oui, totalement. L'astronaute, moi, il est dans ma classe, puis les élèves le lisent à chaque année. Puis il y a des élèves, des fois, qui m'avouent une chance que je ne l'ai pas fini chez nous, là, parce qu'à la fin, je pleurais. Mais tu sais, je me dis, waouh, un enfant qui s'émeut en lisant de la bande dessinée, ben, bon sens, il peut garder ce souvenir-là, puis se dire, je vais essayer plus tard. Tu sais, ça va être un point de réussite, quelque chose de gagné. Là. Ouais. Mais c'est intéressant dans ta pratique parce que autant comme enseignant que comme chroniqueur, ça te permet de rejoindre des publics différents. Tu sais, parler de bande dessinée à la radio ou dans un média écrit, c'est pas la même chose que d'en parler de visu avec quelqu'un et surtout dans un rapport d'enseignant-élève. Mhm, tout à fait. Oui, et j'ai même un bloc là, où on a acheté des flottes de bandes dessinées où il y a euh, 5 bandes dessinées identiques. Puis j'ai 8 ou 9 paquets de 5 BD. Et les élèves choisissent la bande dessinée. Selon le choix de bande dessinée, ils sont en équipe avec ces autres élèves-là. Et pendant la lecture, ils ont un document d'accompagnement. Donc, quels sont les phylactères qui ont été les plus marquants, qui ont façonné l'histoire pour toi? Quelles sont les cases qui sont les plus belles? Quelle est la page que tu trouves que la mise en page est la plus belle? Puis après ça, j'ai des questions vraiment de lecture pour viser sa compréhension. Puis une petite question d'appréciation du genre, si tu devais la conseiller à quelqu'un, qui tu penses qui pourrait la lire? Et ensuite, j'invite les élèves puis là, je fais exprès, là, j'ai des tables hautes en avant, là, puis ils se font des micros en plantant leur efface dans leur crayon, là. Puis on est dans une table ronde, puis je me mets un petit jingle d'émission, puis là, attention, nous accueillons aujourd'hui les professionnels du signe de la lune de Louis-José Mignola. Allez-y. Là, ils jasent la bande dessinée ensemble en avant de tout le monde, puis chaque équipe le fait à son tour. Et cette trousse-là, la bibliothécaire de la commission scolaire m'a dit, waouh, j'en achète une, je la laisse à la bibliothèque avec tes documents, puis quiconque la veut l'emprunte. Mais c'est intéressant ça, Danny, parce que le piège de la pédagogie, Mhm. au niveau de la bande dessinée, c'est d'accorder davantage d'intérêt au fond qu'à la forme. Mais ce Mhm. que j'entends dans ce que tu me dis, quand on parle de mise en page, quand on parle de structure narrative, quand on parle d'un découpage séquentiel, là, tout à coup, oui, on parle de fond, mais on parle aussi de forme. Oui, Et ça, c'est important avec la bande dessinée. tout à fait. Oui, oui, oui. Parce que c'est un langage qui a ses propres codes. Oh que oui. Et que les gens, et là, c'est là qu'il faut rejoindre ceux qui sont rébarbatifs à la bande dessinée. Lorsque je donne des conférences aux primaires, souvent j'amène La carotte aux étoiles de Riff Red, je crois, aux éditions de La Gouttière, en tout cas. Mhm. Euh, et il joue beaucoup avec les couleurs, avec les longueurs de cases, et je mets la bande dessinée agrandie sur le tableau, puis là, les élèves doivent me nommer. Qu'est-ce que tu observes? Oh, le lapin est comme ça, là, je m'aperçois que. Et je lis la bande dessinée en faisant nommer à tous les élèves
qu'est-ce que tu peux observer quand tu fais une bande dessinée? Et Jean-Dominique, je te jure, toutes les enseignantes à qui j'ai fait vivre avec leurs élèves, ils m'ont dit: «J'aurais jamais cru que c'était tant que ça lire de la bande dessinée, je lisais que les bulles». Ah ben oui, mais ça, ben oui, mais là, tu touches à un point très important. C'est que je pense que, en tout cas, moi, dans ma pratique, c'est vraiment ce qui me. Ça confirme, là, c'est ma Oui, théorie. C'est que non seulement il y a de l'éducation à faire quant à la sensibilisation au médium de la bande dessinée, tout mais il y à a fait. surtout de l'éducation à faire à comment lire une bande dessinée. Oui, Parce que, oui. et tu vois, moi, je me sers d'un. Ah, je pourrais me servir d'un paquet de choses, mais je me sers d'un titre que les jeunes aiment beaucoup, et c'est Imbattable de Pascal Ah ben Jousselin. là, c'est Bon, sûr. alors, et j'explique que, puis bon, on pourrait, si les élèves étaient plus vieux, ben là, je leur mettrais Jérôme Bigrotte, Jean Paulide ou Oui. Julius Je dirais Corentin à Michael Keaton, Quefac, oui. Prisonnier des rêves de Marc-Antoine Mathieu. Mais dans ce cas-ci, Imbattable, parce que c'est un jeu avec le langage formel, Mmh. c'est le théâtre d'expérimentation où tout à coup, on voit les possibilités exponentielles. Et je pense que Ouais. tu seras d'accord avec moi, Jean-Dominique, de dire que le lecteur qui comprend à quel point on sort du code dans cette bande dessinée-là, comprend qu'avant, il y avait un code. Ben oui, tout c'est sûr. Puis c'est comme si c'était d'office la bande dessinée, puis on n'accorde pas ça, on n'a pas mais il y a une façon, il y a justement des normes et même, je passe mon temps à vanter, Le Petit Poilu et toute cette collection de bandes Ah dessinées oui, ça sans c'est texte formidable, ça. où Ouais. chaque case est un mot qui se lit Ouais. comme une phrase et on pense que c'est acquis, mais un jeune de 3 ans ne sait pas que la lecture, c'est de gauche à droite, de bas, tu sais? Tandis qu'avec la BD, il le voit. Mm. Il y a ça qui est tout à fait incroyable. Donc, c'est ça, c'est pas si facile et je pense aussi que quand on est chroniqueur, parce que j'y reviens, d'utiliser ces mots-là, d'utiliser le fait que je remarque qu'il y a pas de case de contour, c'est la couleur qui fait le contour. On a utilisé telle couleur, qu'on a, des pleines pages pour marquer un effet de surprise. Oui, je chronique une bande dessinée, puis j'essaye de la rendre intéressante, puis j'ose espérer qu'il y a plein de gens qui vont la lire, mais le petit côté professeur en moi est là et quand je fais ma chronique, je vais nommer ces choses-là en me disant: «Peut-être que ça va rentrer chez des gens. Peut-être que les gens vont comprendre. Peut-être que les gens vont remarquer ça». Ouais. Je pense effectivement que la pédagogie est nécessaire parce que, tu sais, avec l'avènement des blogs, si tu te souviens bien, là, dans les années 2000, il y a des gens qui se sont mis à faire de la chronique, à Oui, faire de la critique, en tout cas, d'écrire des billets de blog, oui. puis bon, par la suite, c'est devenu des balados. Puis souvent, le problème de la bande dessinée, c'est que c'est auto-référencé. Donc, les gens parlent d'une série, puis là, le problème, c'est que la bande dessinée, elle n'est pas mise en contexte. L'objet Mmh. culturel en tant que tel ne s'inscrit pas, ne témoigne pas du reste du monde. C'est vrai. Et donc, il y a un travail d'éducation inhérent quand on veut, je pense, réussir à intéresser les gens à la bande dessinée, quand on la chronique à la radio, quand on la chronique à Mmh. l'écrit ou peu importe à la Ouais. télévision. Je pense Oui, oui. que c'est important de faire ça. Mais je reviens avec, Dominique Demers qui disait, «Le goût et l'amour de la lecture, c'est comme le rhume. Pour le donner, il faut l'avoir». Ah ben oui, ça c'est sûr. Et là, tu sais, ça touche cette problématique-là. C'est que autant des chroniqueurs, autant des enseignants qui sont des pédagogues merveilleux, qui ont une relation avec leurs élèves, qui les élèvent, qui vont marquer des élèves, qui vont en faire réussir, mais peut-être que ces gens-là ne sont pas des lecteurs. Et assurément, plusieurs ne sont pas des lectrices de bande dessinée en plus. Ça fait que si moi, tu me donnais la mission de faire aimer quelque chose que moi je pratique pas, je comprends que c'est difficile. En fait, tu sais, c'est un travail de mise en relation. Oui. Hein? C'est un travail de transmission. Mmh.
ce que j'ai trouvé, ce que j'ai trouvé difficile à mes débuts, je ne sais pas si toi, tu as été confronté à ça, c'est qu'évidemment, quand on commence ce travail-là, puis bon, moi, tu sais, j'ai pas d'études en communication ni en journalisme, j'ai même pas de diplôme universitaire. Moi, je suis un saltimbanque de métier. Donc, c'est sûr qu'au début, Oui, il oui. a fallu que je me donne Oui. un levier. Donc, j'ai parlé euh, de bandes dessinées que j'aimais, ou en tout cas qui me confrontaient pas trop. Et vient un moment où tu comprends que ton travail, c'est de mettre en relation des auditeurs, des auditrices, des lecteurs, des lectrices avec un objet culturel. Mhm. Et il y a un moment où il faut que tu te retires un peu de l'équation, dans la mesure où tu n'es pas là pour imposer tes choix. Parce que, puis moi, c'est ce que je dis aux gens. Si il avait fallu en 15 ans au Journal de Montréal que je ne parle que de choses que j'aime personnellement, j'aurais duré 2 mois, 3 mois. C'est vrai, c'est vrai. Et est-ce que tu as, comment tu le sens quand tu chroniques une BD là, que tu attendais, que tu aimes, que tu voudrais puissamment partager, par rapport à une bande dessinée que tu te dis, bon, ben ça, il faut que j'en parle parce que, ben, tu sais, c'est une nouveauté, puis tout le monde va l'avoir vu, puis, Hmm. tu sais, il y a ce deux poids, deux mesures-là, puis j'ose espérer qu'en ondes, les gens s'en aperçoivent pas trop. En fait, Danny, je n'ai jamais été obligé, ni ne me suis senti obligé de parler de quoi que ce soit. Pour moi, puis les relationnistes de presse, j'ai mis ça au clair et je mets toujours ça au clair. Je fais, votre travail, c'est de me proposer des trucs Oui, dans la logique économique que vous en avez fait venir 3 palettes, fait que vous voulez que ça sorte, c'est le gros titre de la saison. oui, Moi, je sais qu'ils vont en parler à Salut Bonjour, je sais qu'ils vont en parler à Radio Matante. oui, Alors moi, je fais le choix délibéré de ne pas en parler, à moins que j'aille trouver un angle, OK, que oui, je me dise, ah, voici, j'ai un angle, ça peut être intéressant. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus difficile de parler de quelque chose pour lequel j'entretiens un lien affectif. OK. Par exemple, parler d'Henriette Valium suite à son décès, parler de Bernie Miro, euh, il y a un stress supplémentaire, il y a une anxiété parce Et que tu veux pas. Moi, je voulais pas qu'on sente le biais OK, derrière. oui, oui, je comprends. Puis en même Pour- temps, Ouais. face à cette espèce d'admiration-là, je voudrais pas non plus faire un faux pas, puis que, moins bien comprendre quelque chose, moins bien livrer quelque chose, puis mon intention est tellement haute et tellement élevée parce que c'est quelque chose que j'aime profondément. Et et à la rigueur, là, je te donne un exemple, hem, je suis un amateur de bande dessinée. Quand j'étais jeune, j'étais Spirou. Puis, Oui, ça, je l'ai bien senti. Ouais. c'est un détail simple, Ouais. j'aimais pas la calligraphie de Tintin. C'est Ah oui, nono, OK. Ah c'est oui. vraiment nono. Je trouvais que les lettres de Tintin étaient mal faites, c'était pas le fun à lire. Là, tu m'ouvres la porte pour Spirou. Oui, On va parler de Spirou. Euh, oh Parce oui, que moi, la première bande dessinée que j'ai lue à 5 ans, et ça a changé ma vie, oui. c'est Le Repère de la Murène Oh là là, de. même. Ouais. OK. Et moi, ça a changé ma vie à jamais. Et à Oui, ce jour, c'est ça, cette porte-là s'est ouverte. oui, Je sais que tu es un lecteur de longue date de Spirou. oui. Est-ce que je t'ai entendu ou lu? Je me souviens pas, mais tu as parlé du plus récent Spirou avec Tandem au Oui, scénario et oui, c'est oui. Fabrice. Oui, Tarin, Fabrice Tarin. oui, c'est ça, Oui, oui, qui est un putain de dessinateur. tout à fait. Oui, Toi, tu as beaucoup aimé cet album-là. oui. Pourquoi? Heu, je trouve que on a tiré Spirou à toutes les sauces. On a essayé des trucs. Émile Bravo, j'ai trouvé ça magnifique ce qu'il a fait, mais il faut pas se cacher que on dirait qu'il y avait
pas le droit de faire un Tintin, ça fait qu'il a utilisé Spirou pour faire un Tintin. Mais finalement, c'est devenu plus grand que ce qu'il voulait faire, puis c'est quelque chose de magnifique, puis c'est une pièce maîtresse. Mais on a vu plusieurs sortes de Spirou de tous les sens, et c'est drôle, parfois ça m'arrive de relire du Johan Pierre-Louis, un chlorophylle. Ça m'arrive de relire, je suis tombé sur Isabelle récemment, de Will. Ben oui, Et c'est formidable, ça. on retourne dans cet âge d'or de la bande dessinée où c'est une aventure simple, c'est quelque chose de doux, de confortable. Et moi qui aime déjà d'avance Spirou, qu'on me traduise ça dans ce désir de retourner un peu à la Franquin, moi, ça m'a fait plaisir parce que j'ai vu cette petite aventure-là avec des petits traits d'humour, le retour du marsupilami, les petits oiseaux qui avaient un personnage. On se doutait que c'était lui le méchant, finalement, c'était pas tout à fait lui. Donc, une aventure simple qui s'adresse à des enfants, qui n'a pas tant de clins d'œil politique ou pas trop d'idées de je sais pas trop quoi. Euh, on essaie de retourner à la source. Ça, moi, ça m'a fait plaisir. Tu vois, moi, je l'ai lu. Je- J'aurais tellement voulu aimer cet album-là. Ah oui, hein? OK. Trondheim, c'est un grand scénariste, hein? C'est un scénariste Oui, oui, oui. impeccable. Tu sais, Trondheim, c'est un couteau suisse, là. Oui, il y a tout, il y a tout. Oui, Bon, moi, évidemment, Trondheim, là où je le préfère, c'est dans ses Lapino parce que. oui, Bon, magnifique. ceci dit, il y a le carnet de commande de faire un Spirou. Oui. Tu vois, moi, où j'ai été déçu, c'est dans le travail de Tarin, où j'ai senti à la lecture qu'il s'emmerdait à dessiner un désert. Ah oui, hein, J'ai trouvé que graphiquement, et c'est terrible parce que son album précédent qui se passait en Russie, oui, euh, chez les Soviets, je pense. ouais, oui, Chose du genre. Oui, euh, oui, oui, ça fait quand moi, même. je l'avais trouvé au niveau graphique, ce livre-là. Fait que là, je me disais, hey, Tarin avec Trondheim, Ça promet. j'ai trouvé. Mais je suis d'accord avec toi, le fait de ramener la série dans une espèce de cadrer ça un peu plus serré, Oui, revenir au sens de l'aventure, oui, certes. Puis, tu vois, je- j'ai hésité avant d'en parler. Et finalement, OK. j'ai fait le choix de ne pas en parler. J'ai décidé plutôt de parler du nouveau Lapino qui sont sortis à peu près en même temps. Oui, tout à fait. Un chapeau de Euh, dit, là. Oui, il fait le travail, l'album, mais en sachant qu'on avait ce scénariste et cet illustrateur-là, oui, j'aurais voulu plus. Je pense que c'est un agréable moment de lecture. oui, oui, Puis il faut s'enlever de l'idée, puis je pense que tu vas être d'accord aussi. Tu sais, Franquin il l'a fait. oui. On peut pas s'attendre. Non. Franquin est plus là, puis de toute façon, Franquin, quand on s'intéresse à son travail et qu'on a lu sur lui, qu'on a lu, entre autres, les entretiens avec Nouma Sadoul, on se rend Oui. compte qu'il était profondément malheureux à faire du Oui. Spirou. Ah oui. Ah Et oui, c'est puis pas ça m'a pour rien ça que m'a Gaston a attristé pris le pas, tu sais. parce qu'il passait son temps parlant mal de son travail en plus. Ben, c'est Mais parce que lui, ça partait pas de ses obsessions. Franquin, non. il a hérité du personnage de la série, puis il a travaillé dans ces paramètres-là. Euh, Mais je trouve ça intéressant parce que tu vois, puis là, tu parlais de Bravo. Émile Bravo, l'exercice auquel il s'est prêté, c'est de remettre Spirou dans son contexte de création, donc Mhm. à l'orée de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, au niveau graphique, il est de l'école d'Hergé. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sais, Mais moi, quand j'ai on. tellement aimé là, que celui de Morvan, là, où il y a l'homme qui ne voulait pas mourir. J'ai aimé les dessins de Johan. Moi, Super Gros, j'aime ça. Euh, Ben, pour vrai, c'est ça, tu vois. c'est Ça, bon, c'est bon. hein? Bon, C'est une manière de tu sais, oui, ajouter un petit zeste de modernité. tout à fait. Donc, moi, j'ai suivi Spirou, puis j'ai souvent embarqué dans tous les Spirou qu'il y a eu, là, de toutes il y en a eu un tas là, de sortes, là, puis j'aimais ça quand même. Euh, mais ce retour-là, puis étonnamment, quand moi, j'étais de l'époque quand même Tomé Genry.
Ah ben oui, moi aussi. Il y Ouais, a eu ouais, des ouais. belles perles dans Tom et Jerry, là. On a eu des trucs là, assez incroyables, là. Quand Ben, j'étais jeune, La vallée des bannis, moi ben je voilà, ça trouve dit que cet quelque chose. album-là, c'est un chef-d'œuvre, là. Tout à fait. Puis, Ouais. quand j'étais jeune, on avait eu accès à un photocopieur. Moi, j'étais full technologique, on avait un photocopieur. Euh, Puis, j'avais photocopié la quatrième de couverture de Spirou à Ouais. l'époque où lui et Fantasio tenaient la grande pile de tous les albums sortis. Ah ouais, 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 ouais. Et je coloriais avec mes crayons à chaque fois que j'en lisais un. Et j'allais à toutes les fois qu'il y a des rotations en bibliothèque pour essayer de trouver les Spirou que je n'avais pas lus. Et Ouais. quand je suis arrivé au cégep en ville, j'allais faire mon cégep à Sainte-Foy après une année à Carleton, je rentre dans une librairie et ils avaient toutes les Spirou, là. Mon Dieu. Puis je Ouais. n'avais jamais lu La Corne du rhinocéros. Ah non, hein? Jamais passé à la bibliothèque. Hey, ça fait que là, je suis rendu à 19 ans, je m'achète La Corne du rhinocéros, puis je m'en vais chez nous. Il y a quelque chose là-dedans qui est. Puis pourtant, j'ai des amis qui ont cette relation-là avec Blake et Mortimer, puis oh, que je trouve ça verbeux. Ah, c'est une autre tradition, Blake et Mortimer, ouais. Ouais, mais Euh, je pense que chacun a ses trucs, on en parle comme. Puis j'ai des coups de cœur au Québec, là. Moi, il y a Tom, là, je suis son travail sur Instagram. Et là, c'est intéressant aussi, parce que si on veut faire découvrir la bande dessinée à quelqu'un qui lit juste les bulles, Botanica Drama, désolé, mais tu vas devoir lire les dessins. Ah Euh, non, mais ça, ben, de toute façon, Tom, c'est un jeune garçon au talent immense. je l'aime, cet illustrateur-là, moi. C'est Et, incroyable. et tu vois, quand on parlait d'éducation plus tôt, là, Oui, il y a des gens qui me disent, ouais, ça, je l'ai lu en 10 minutes parce qu'il n'y a pas de texte. oui, Et moi, ce que je dis à ces gens-là, c'est, ben, t'as pas lu, t'as tourné les pages. Parce que quand on soustrait les dialogues et le texte à une bande dessinée, les clés de compréhension se oui, trouvent dans l'image oui. et tout ça est rythmé par le cadrage, par la séquence. Mhm. Comme les gens qui me disaient qu'ils avaient lu S'enfuir de Guy Delisle en 20 minutes. Ben Ah, non. T'as- t'as- blasphème. Et, Non, et en ce sens, Tom, qui est vraiment, en tout cas au Québec, qui est un peu tout seul dans sa talle à faire de la. Mais là, je sais que son prochain album avec Alexandre Fontaine-Rousseau, là, ça sera pas muet, il y aura du texte. OK. Ah, je ne savais pas. Vois-tu, Oh mais j'ai oui, les oh, dessins animés, c'est vraiment beau. et je peux te dire une chose, là, il m'a montré quelques extraits, là. OK. Prépare-toi, mon ami, ça Ah va ouais. déchirer. C'est OK. magnifique. Fait que ça, Mais ma donc, oui, ça, chronique. je suis content que tu parles de ça parce que c'est un des jeunes de la nouvelle génération qui est très intéressant à suivre. Tout à fait. Ah oui, oui, moi, c'est un de mes préférés. Et ça, encore là, en tant que chroniqueur, on en a des préférés. Tu sais, puis des fois, je le dis ouvertement. Je suis à ma chronique, là, des fois, là, je le dis à Rock, mon ami, qui est à la radio. Là, Rock, cette bande dessinée-là, c'est vraiment un coup de cœur personnel. Ça va être dans mes tops de l'année. Puis je l'annonce, puis je le dis. Puis quand j'en parle, c'est ça qui est ça. Mais Euh, pour revenir à Blake et Mortimer, bon, j'ai parlé du Blake et Mortimer, je l'ai apprécié, j'ai trouvé tu sais, j'ai compris le scénario, le dessin et tout ça, mais c'est pas une série qui m'a déjà fait vibrer, je ne sais même pas tout. Euh, mais ça, je pense que des fois, on a l'aspect professionnel de être capable de présenter justement un éventail qui va plaire à plusieurs personnes. Et moi, j'ai la chance aussi, là, je t'en avais glissé un mot, j'ai un club de bande dessinée en Gaspésie, euh, Club BD Chaleur. Ah Euh, oui, ben oui. Ça fait longtemps, vous autres, là. Ça fait 18 ans qu'on se rencontre une fois par mois. Ouais. Et à chaque mois, on échange de restaurant ou on s'invite chez des amis. Puis, voici ce que j'ai lu dans le mois. Mets ça sur la table. Quelqu'un part avec. Et je reviens à la pédagogie. À quel point être 8 amateurs de bande dessinée qui se montrent. Hey, ici, as-tu vu quand il a fait ça? C'est intéressant quand il a ci. Ah, pourquoi il a mis la lumière là? C'est donc bien beau. Hey, moi, je te passe celle-là. Là. J'ai trouvé que le scénario à la fin, c'était un petit peu trop vite, mais. Et là, on est 8 à se jaser de bande dessinée toute la soirée. Et je lis pour le plaisir, c'est sûr. Mais ça fait de moi un lecteur plus compétent. Parce que on échange nos avis et dans le club, euh, on est 8.
on est, c'est pas tous les 8 qui lisent du québécois. Et on en a un qui est très, très américain. Et on en a deux qui sont super historiques. Et tout le monde prend les BD des autres. Si on était seul, on resterait seul dans nos Ah non, carcans. c'est sûr. Ouais. Mais Et ça c'est la beauté. Tu conviendras avec moi d'être un lecteur professionnel aussi, c'est de se plier à cette gymnastique-là, à cette rigueur-là, de lire de tout. oui, Je- mais je serais curieux de t'entendre au niveau de ton temps de lecture. oui. Est-ce que tu. Est-ce que ça se confond entre la lecture pour le travail et la lecture pour le plaisir ou il y a vraiment. Tu lis d'une part pour le travail en fonction de préparer des chroniques, puis tu te gardes du temps de lecture aussi pour toi personnellement sans avoir forcément à prendre des notes ou en tout cas à avoir une perspective de je vais parler de ce livre-là. Et ça, Dominique, là, c'est vraiment la meilleure question qu'on peut se poser en tant que chroniqueur parce que c'est questionnant. Et évidemment que j'ai été déçu quand ma chronique à Radio-Canada a fermé, mais ça m'a donné plus de temps de lecture de plaisir. Ouais. Parce que j'avoue que quand on lit un livre en fonction de le chroniquer, des fois on met des phrases clés, des fois on met des post-it, des fois on. Et est-ce que je lis avec moins de plaisir? Ben, pour reprendre Tom, le prochain tome qui va sortir, probablement que je vais le recevoir en service de presse et probablement que je vais le lire avec grande hâte, grand plaisir parce que j'ai hâte qu'il arrive et je le relirai une deuxième fois pour le travail. Hmm. Euh, mais quand j'étais trop pris là-dedans, j'avais l'impression des fois de oh, il faut que je lise elle avant la semaine prochaine. Le il faut dans un plaisir, il s'arrime mal un peu. Ça m'est arrivé de lire des bandes dessinées que peut-être que j'aurais moins, peut-être que j'aurais plus aimé si je les avais pas lus pour les chroniquer, mais en même temps qu'il y a des BD que si je n'avais pas à les chroniquer, je les aurais pas lus et j'ai eu beaucoup de plaisir. Ah, tout à fait. Ça, c'est un exercice Ouais. qui est très intéressant parce que ça te force à élargir tes horizons. Puis, Et récemment, là, les cheveux d'Édith, ouais. euh, j'ai reçu ça. Quand je l'ai reçu, mon premier regard, ça a été que le dessin était comme. J'avais l'impression que le dessin était moins adapté aux propos, que le dessin était plus peut-être enfantin, j'imaginais quelque chose d'autre. Puis, est-ce que je la lis? Ben oui, je vais la lire. Puis, mais quand je l'ai lu, puis je me. Waouh! C'était vraiment magnifique. Et vois-tu, cette position-là de chroniqueur me force en quelque part à sortir de ma zone de confort et de découvrir des œuvres, ben, je serais passé à côté, tout simplement. Parce qu'à premier abord, on dirait qu'il m'intéressait peut-être moins. Puis on a des préjugés, on a des fois des moins. Et ça, je trouve ça le fun. Mais oui, ça m'arrive de lire avec un cerveau de quelqu'un qui est en train de travailler plus que lire pour s'évader ou lire pour plaisir ou pour mieux comprendre le monde. Je ne sais pas si tu vis ça toi aussi. Moi, je te dirais que, tu sais, 15 ans de chronique au Journal de Montréal, là, de la nouveauté, j'en ai lu, Mhm. lu, lu. Et il y a un moment où, pour mon équilibre de lecteur, Ouais, j'ai décidé de partager mon temps de lecture en deux. OK. La fin de semaine, je lis pour moi. Oh, La wow. semaine, je lis pour le travail. OK. Et la fin de semaine, je lis des vieilles affaires. Ah, OK. Alors là, moi, je suis beaucoup dans la lecture de strips américains comme Frank King, le Walt and Skizix, dans Crazy Cat de George Herriman, dans Nancy de Ernie Bushmiller. Et Oh, wow, OK. là, c'est Olivia James là, qui avait repris le personnage. Euh, c'est Ouais. comme si, à un moment donné, j'avais besoin de revenir aussi. Puis bon, ben, il y a Mhm. toujours un Franquin pas loin qui traîne. Ou là, tu vois, Jimmy Beaulieu m'a fait lire Jojo de Gertz. C'est Ah, extraordinaire. Ah, ah, c'est OK. bon, c'est bon. Ah, ouais, C'est OK. comme un chocolat chaud pour l'âme.
Euh, Maurice Tilleux, Oui. Ouais, c'est sûr. Philippe. Gilles Jourdan, je m'étire, je tire le bras, ramasse ça. Parce qu'à un moment où, à force de juste lire de la nouveauté, Oui, oui, ça, on dirait qu'on, pour moi en tout cas, je perds de la perspective. peut-être. Oui, Et c'est pour ça que de retourner vers un certain classicisme, je pense que c'est l'âge aussi, là. oui, Euh, tout à fait. ouais. Puis c'est drôle parce que je peux faire un parallèle. Au début, on était jeunes, puis on était fous. Puis au journal Graphici, j'avais aussi la chronique disque. Mais on était 8 à faire la chronique disque. Et moi, j'avais la niche du québécois. OK. Ça fait que quand il arrivait des disques de musique québécoise, ben, j'avais ce devoir ou ce plaisir-là d'écouter 4-5 nouveautés par mois d'albums québécois. Et quand la chronique disque a fini, en même temps que la bande dessinée, euh, je me suis aperçu que j'avais plus de temps pour écouter les choses que j'aimais, mais contradictoirement, j'avais ce besoin d'écouter de la nouveauté, puis là, j'en avais plus. Hmm. Fait que je pense qu'en bande dessinée, on a ça aussi, cette espèce de soif de voir qu'est-ce qui est nouveau, mais de confort, de plaisir, puis peut-être de repères, comme tu dis. J'aime la façon dont tu l'amènes. Ce repère-là avec des bases qu'on avait avant, sans être dans la catégorie de c'était mieux avant. Il y a des choses tout à fait magnifiques qui se font aujourd'hui, Ah ben oui, c'est sûr. mais oui, ça fait du bien de penser à ces deux choses-là. L'aspect plaisir, c'est sûr que moi, je suis un lecteur de romans aussi. Euh, je- j'ai de la difficulté à le quantifier, mais je dois lire peut-être une vingtaine de romans par année à, Hmm. à travers ça. Euh, Ça fait que des fois, je m'évade dans ça. Et quand un roman est trop long, je l'entrecoupe de bande dessinée. C'est même d'ailleurs un indicateur, là. J'ai lu récemment La mer des larves de Maud Genry ou Jarry. Et ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman sans lire de BD à travers. Ça veut dire que c'est un fichu de bon roman. Mais d'habitude, oui, j'entrecoupe un peu les deux. Ça fait que. Ah, mais c'est intéressant. Je pense que quand on a travaillé en bande dessinée, comme chroniqueur, notre tête de lecteur ne peut pas non plus complètement arrêter. Non, puis c'est aussi l'idée de, quand je retourne vers des classiques, ben, ça me permet de comprendre aussi d'où proviennent certaines idées, ou en tout cas des ingérer mieux. Et puis j'imagine que les auteurs ont eux aussi consommé les mêmes classiques que nous. Oui, ou des fois, il y a un phénomène de un artiste reprend un truc qui est repris par un autre artiste d'une autre génération, mais qui ne connaît pas la provenance d'origine. J'en suis certain. Oui, Tu oui. sais, c'est fou parce que pour parler de Walt and Skizix de Frank King, les pages du dimanche, au début des années 20, il s'amusait déjà un peu comme McKay faisait avec Little Nemo ou OK. George Herriman avec Crazy Cat, c'est-à-dire de repousser les limites exploratoires du médium de la bande dessinée. Et Frank King a dessiné une page complète à la plage. C'est une grande image de plage en contre-plongée où on voit les personnages circuler à travers Oh, les cases. Fred a fait ça dans Philémon. Est-ce que Fred avait lu Frank King? Dans les années 60-70, on n'avait pas accès aux vieux strips. Donc, peut-être pas. probablement pas, peut-être que non. Ouais. Mais Oh. Chris Ware, l'Américain qui a fait Jimmy Corrigan, qui a fait Rusty Brown, lui, il a lu Frank King et il a intégré ça dans une bande dessinée d'un de ses personnages. Puis il s'en revendique, là, il s'en cache pas du tout, au contraire. Non. Donc, c'est Et- intéressant de voir oui, que tout à coup, le fait de fréquenter les classiques, ça nous permet de remonter à la source. tout à fait. Oui, puis peut-être de mieux comprendre certains clins d'œil, de mieux dire, de relire. L'été passé, j'ai fait une conférence sur qu'est-ce qui est vrai historiquement dans Lucky Luke comparativement à qu'est-ce qui n'est pas vrai. Puis étonnamment, les gens ne savaient pas que les Dalton avaient existé, Mhm. plein de trucs comme ça. Et ça a été un plaisir pour moi parce que ça m'a permis de relire plein de Lucky Luke
Et évidemment, c'est une phrase classique, même cliché, mais il y a des Lucky Luke que je pense que je n'avais pas compris. Quand on le relit avec justement cette lunette historique-là, avec plein de une intention de faire comprendre, de comprendre, quand on lit aussi, en ayant lu tout un document qui nous explique comment Goscinny amenait des trucs dans le scénario, comment Maurice avait été chercher des idées à telle place. Et là, quand on Hmm. lit ça, je me rappelle plus du titre, là, mais dans un des documentaires, ça disait c'est le Lucky Luke qui est le plus influencé par Kurtzman qui travaillait chez Mad. Mhm. Et j'ai eu une toute autre lunette en lisant ça. Ben, c'est surtout que Goscinny est allé à New York dans les années 50, puis il était pote avec la gang Oui, quand oui. EC Comics est devenu Mad Magazine avec Bill Gaines, là. Ça fait Ouais. que, effectivement, je pense que de sauter d'une époque à l'autre, ça peut juste nous donner une plus belle lunette de lecteur. Oui. Mais la base reste toujours, de un, le plaisir, et de deux, je ne veux pas avoir l'air de faire partie d'une secte, là, mais la communion. De partager quelque chose ensemble, de sentir qu'on n'est pas tout seul là-dedans. Et euh, il y a des gens, des fois, qui me disent Hey, moi ici, j'aimerais ça partir un club de lecture à Québec. Moi, je suis à Trois-Rivières, j'aimerais ça me partir. Ben, faites-le, là. Ben oui, puis c'est pas de la génie. Non, tu sais, puis au début, on était quatre, puis il y en a un qui est déménagé, puis là, finalement, on est huit. Puis là, on rigole parce qu'on dit qu'on est un club fermé, puis personne rentre, mais, tu sais, puis une fois, il y a une amie qui a demandé Vous déguisez-vous pour aller là? Tu sais, les gens connaissent, c'est comme mystérieux, là. Ça fait que OK. j'aime bien, j'aime bien cette aura-là, là. Il y a quelqu'un qui est pourtant dans un club de whisky qui m'avait demandé, mais vous faites quoi? Vous vous asseyez puis vous lisez un côté de l'autre? Ou, tu sais, les gens n'ont pas. Mais ce plaisir-là de communion, de partager un plaisir de lecture, je pense que c'est le leitmotiv total de mon enseignement, parce que j'espère que les jeunes vont connaître ce plaisir-là eux aussi, de mon rôle de chroniqueur, parce que j'aimerais que les gens découvrent la BD, aiment la BD. euh, et je dis souvent, oui, un roman, c'est bien, mais un roman, c'est 2 semaines. Puis il y a des gens qui sont contents de pouvoir lire une BD en 2 soirs, puis d'avoir connu la même émotion littéraire que quelqu'un qui a lu un roman. Mais ce 2 soirs-là, pour eux, c'est fait, c'est réglé, et ça leur permet d'aller vers ailleurs. La BD, ça a ça de beau, je trouve. Et comme tu le disais, c'est pas juste des textes, là. Il y a une Ah construction. ben non. Ben non, le- le- la bande dessinée, c'est la confluence du texte, de l'image et ce qui crée la séquence. Et en ce sens, c'est un art qui est unique en soi. Oui, oui. Il y a Puis des qui est dessins. très personnel aussi à sa fréquentation, parce que quand on va dans une salle de cinéma, dans une salle de spectacle, on n'est pas seul, alors qu'une bande dessinée, je veux dire, l'objet est là près de nous, près de nos yeux. Il y a quelque chose Puis on de beaucoup reçoit plus parfois intime. des claques ou euh, c'est pas par le personnage, mais par la couleur. À quel point Skydoll de Barbucci et Canepa m'avait frappé par la couleur. Hmm. Des oranges, des roses, des aquas, des trucs là, que on dirait que j'avais pas vu souvent ce genre de couleur-là dans le dessin. Tu sais, des Emmanuel Lepage qui m'ont fait voyager. Euh, As-tu lu le dernier, Emmanuel Lepage? Ah, je pense qu'il n'est pas encore arrivé chez Futuropolis, là. Il y a un nouveau Emmanuel Lepage qui s'en vient, là, oui, qui vient d'arriver. je l'ai vu en librairie à OK, il est Rimouski arrivé. quand ma fille est allée nager, là, je l'ai croisé, mais je l'ai pas pris, je l'ai pas. Mais c'est ça, c'est ce plaisir-là de recevoir des espèces de claques graphiques, en plus de connaître une belle histoire. Dany Arsenault, on peut t'entendre à Cieux FM, Oui, radio de la baie des Chaleurs qui se trouve en ligne. On te lit aussi sur ta page, sur ton compte Facebook. oui. Et mon compte Instagram, je publie peut-être plus bande dessinée sur Instagram. OK, alors ben excellent. Donc, multiplateforme en plus. Essaye! Dany, ce fut un plaisir. Longue vie à toi, bonne santé, de belles lectures à venir. Et puis, ben, écoute, au plaisir de te lire et d'échanger sur cet Ben oui, il extraordinaire faudrait qu'on médium. traverse le parc à un moment donné, moi puis toi, puis qu'on se serre la pince en vrai. Ouais, ouais, ça s'en vient.
On fera un club BD spécial si tu viens. Oui, mais après cet hiver, hein, parce Oh, que... non, 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 non. Un Parce que orignal. par les temps qui courent ici, de mon côté de la Gaspésie, aller à l'épicerie constitue une aventure. Alors, mais oui, assurément, je retournerai dans votre beau coin de pays de la baie des Chaleurs, qui est magnifique. Ce qui est magnifique dans la baie des Chaleurs, c'est tout aussi le paysage, tout autant le paysage que les gens qui l'habitent. Ah, ben ça, c'est. Là, je suis chauvin, mais c'est ça dans la Gaspésie. Hein? Danny Arsenault, merci. Merci à toi, Dominique. C'était vraiment un plaisir. Pour suivre Danny Arsenault, rendez-vous au instagram.com/danny.arsenault. Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre mes différentes activités de médiation culturelle en bande dessinée, rendez-vous au jean-dominique-leduc.ca. À bientôt.